Tout le monde pensait qu'il avait tout. Le talent, l'esprit, le charme irrésistible de l'homme cultivé. Jean-Claude Brialy était l'élégance même du cinéma français. Mais derrière cette lumière se cachait une vérité plus obscure que quiconque aurait pu imaginer. Pendant plus de 50 ans, Jean-Claude Brialy a brillé à l'écran. Figure iconique de la nouvelle vague, ami intime de Truffaut, Chabrol, Romy Schneider, toujours parfait en apparence, toujours à l'aise dans les salons parisiens, dans les talk-shows, sur scène, dans la vie. Mais très peu savaient, très peu devinaient. Sa vie était une suite de rôles, même dans l'intimité, derrière l'humour une solitude abyssale, derrière le sourire une tension constante, derrière la culture un masque. Brialy vivait avec une part de lui qu'il n'a jamais pu montrer librement. Une part qu'il cachait au public, à la presse, parfois même à ses proches. Dans ses mémoires, il glissera une phrase qui en dit long. « J'ai menti toute ma vie pour avoir le droit d'exister. » Homosexualité dissimulée dans une époque qui n'en voulait pas, relations toxiques, silence douloureux et un besoin insatiable d'amour et de reconnaissance. Jusqu'à sa mort, en 2007, il restera fidèle à son rôle préféré, celui d'un homme parfait, mais qui, en réalité, n'a jamais cessé de jouer. Mais la vérité derrière tout cela est bien plus sombre. Jean-Claude Brialy naît le 30 mars 1933 à Aumale, en Algérie française. Il est le fils d'un officier de carrière, un homme dur, rigide, constamment en déplacement à travers les garnisons de l'armée coloniale. L'enfance de Jean-Claude n'a rien d'un cocon. Elle est faite de déménagements incessants, de discipline militaire imposée à la maison et d'un manque d'amour qu'il ressentira toute sa vie. Mon père ne me regardait jamais. Il ne me voyait pas. J'étais une erreur dans son monde d'uniforme et de silence. Très tôt, il apprend à faire rire pour éviter les coups. Il amuse sa mère, ses camarades de classe, ses voisins. L'humour devient son refuge, son armure. Mais derrière chaque trait d'esprit, il y a un garçon qui se cherche, désespérément. La solitude, il la connaît dès les premières années. À 9 ans, il comprend qu'il est différent. Il ne regarde pas les filles comme ses camarades. Il rêve de théâtre, de films, de lumière. Il imite les acteurs, récite des répliques devant son miroir. Il s'invente des mondes pour échapper à celui qu'on lui impose. À l'adolescence, cette différence devient un poids. Dans la France de l'après-guerre, l'homosexualité n'est pas seulement taboue, elle est dangereuse. Alors il apprend à jouer, à camoufler, à se créer une image. J'ai compris très jeune que pour survivre, il fallait plaire. Et pour plaire, il fallait jouer un rôle. Après le lycée, contre l'avis de son père, il s'enfuit à Strasbourg pour intégrer le Conservatoire d'art dramatique. Là, il rencontre enfin une famille d'âmes, des artistes, des rêveurs, des jeunes comme lui qui n'ont jamais trouvé leur place ailleurs. Il s'immerge dans le théâtre, la poésie, le cinéma allemand. Il lit Cocteau, Genet, Proust. Il découvre que la beauté peut exister même dans les douleurs les plus profondes. Mais le conflit avec son père s'aggrave. Celui-ci coupe les ponts, refuse de lui parler. Jean-Claude en souffrira longtemps, même lorsqu'il deviendra célèbre. Il avouera un jour « J'ai passé ma vie à chercher dans le regard des autres ce que je n'ai jamais vu dans celui de mon père. » À Paris, il vit de petits boulots. Il dort parfois chez des amis, parfois dans les coulisses de théâtre. Mais il persiste. Il ne veut pas seulement jouer, il veut exister. Et plus que tout, il veut être aimé. Non pas pour ce qu'il cache, mais pour ce qu'il est. Les débuts à Paris ne sont pas faciles. Jean-Claude Brialy, jeune homme raffiné mais inconnu, peine à trouver sa place dans un monde artistique fermé et brutal. Il multiplie les auditions, les rôles au théâtre de quartier, les tournées en province. Il vit d'expédients, récite Racine dans des cabarets, sert des cafés entre deux répétitions. Mais il ne perd jamais sa conviction profonde, un jour il sera vu. Sa première apparition au cinéma remonte à 1955. Des rôles secondaires, insignifiants, souvent coupés au montage. Mais il est là, il observe, il apprend, il patiente. Il charme les techniciens, les réalisateurs, les producteurs, avec cette élégance naturelle, cette ironie douce qui désarme. Puis, en 1958, tout bascule. Claude Chabrol lui propose le rôle principal dans Le Beau Serge, un film tourné avec peu de moyens, mais une liberté artistique inédite. Brialy incarne un jeune homme qui revient dans son village natal, confronté à ses souvenirs, à la misère, à l'alcoolisme. Le ton est cru, moderne, profondément humain. Le public est troublé. La critique s'emballe. Un nom est lancé,
La Nouvelle Vague. Ce film lance une génération, et Brialy en devient le visage. Dans les années 60, il enchaîne les chefs-d'œuvre. Les Cousins, À double tour, Éric Rohmer, Truffaut, Godard. Brialy tourne avec tous. Il incarne l'intellectuel désabusé, l'amant cynique, le bourgeois élégant. Il devient un miroir de son époque. Toujours bien habillé, toujours intelligent, jamais excessif. On le voit à la télévision, dans les dîners mondains, dans les journaux. Il fréquente Romy Schneider, Delphine Seyrig, Jean Marais, Cocteau. Il anime des débats, écrit des critiques, tient salon. Il est partout, aimé, respecté, envié. Mais à l'intérieur, quelque chose reste figé. Il se sait observer, il contrôle tout, ses gestes, ses mots, son image. Il est devenu un maître du masque. Et ce masque commence parfois à lui peser. Je vivais dans un théâtre permanent. J'avais peur que la réalité me détruise. Même dans le succès, la peur le ronge. Peur qu'on découvre son homosexualité, peur de décevoir, peur d'être oublié. Il travaille sans relâche, parfois 4 films en une seule année. Il accepte tout, ne refuse rien, comme si le vide, le silence, l'arrêt étaient impossibles à supporter. Le sommet de sa carrière est atteint dans les années 70. Il réalise même ses propres films. Il devient directeur du théâtre Hébertot, puis du Festival d'Anjou. Il est un homme de pouvoir dans le monde artistique. Mais derrière cette ascension vertigineuse, une fatigue s'installe, un vertige, une angoisse, et une chute qui commence, lentement, en silence. Jean-Claude Brialy avait réussi. Mais à quel prix? Derrière les apparences d'un homme accompli, respecté, presque mondain, il y avait un gouffre intérieur. Toute sa vie, il avait tout contrôlé. Ses émotions, ses vérités, ses désirs. Mais à force de tout cacher, il avait fini par s'oublier lui-même. Son homosexualité, longtemps tue, était une source constante de tension. Dans le Paris des années 60 et 70, tout le monde savait, mais personne ne disait rien. Il vivait des histoires d'amour cachées, parfois toxiques, souvent douloureuses. Il fuyait l'intimité réelle, de peur d'être trahi, exposé. Je n'ai jamais su aimer librement. J'aimais en silence, dans la peur et dans la honte. Certains de ses proches évoquent des périodes sombres. Brialy se replie sur lui-même. Il travaille frénétiquement, comme pour oublier. Il boit de plus en plus. Il s'enferme dans son hôtel particulier de Montmartre, qu'il transforme en théâtre personnel, lieu d'accueil, mais aussi de retrait. Il s'entoure d'un cercle restreint, presque étouffant. La presse commence à se détourner. Les rôles s'espacent. La nouvelle vague s'essouffle. Les jeunes réalisateurs ne font plus appel à lui. Il devient le vestige d'un autre temps. À partir des années 80, il enchaîne des rôles secondaires, des téléfilms. Il reste élégant, précis, mais on sent qu'il n'y est plus vraiment. Il fait des efforts pour paraître toujours joyeux, toujours spirituel, mais le regard ne suit plus. En coulisses, les tensions s'accumulent. Il se fâche avec d'anciens amis. Il refuse certains projets avec arrogance, par peur d'être mal servi. Il se montre parfois cassant, amer. Et puis, il y a la maladie. Pendant longtemps, il la cache. Il a peur de paraître faible. Peur que le public le voie autrement. Il continue de faire des apparitions, de signer des autographes, de sourire. Mais ceux qui le connaissent bien sentent le corps qui s'effondre. Dans une interview tardive, il dira « Le plus dur, ce n'est pas de mourir, c'est de disparaître sans qu'on s'en aperçoive. » Jean-Claude Brialy, le maître du verbe et de l'apparaître, glisse lentement dans une forme d'effacement. Et c'est dans ce silence que se prépare le dernier acte de sa vie. Un adieu discret, presque invisible, à l'image de l'homme qu'il a toujours été derrière le rideau. En juin 2007, une rumeur commence à circuler dans les cercles parisiens. Jean-Claude Brialy serait gravement malade.
Le public ne le sait pas encore, mais ses proches, eux, s'inquiètent. Il est affaibli, amaigri, la voix plus grave, le regard plus flou. Ce n'est qu'à la toute fin qu'il laissera échapper le mot « cancer ». Un cancer foudroyant, installé en silence depuis des mois, voire des années. Fidèle à lui-même, Brialy ne voulait pas inquiéter, ne voulait pas gêner. Il avait choisi de disparaître comme il avait vécu, dans la pudeur, le contrôle, le théâtre d'un homme que rien n'atteint. Mourir, ce n'est pas grave. Ce qui me ferait peur, c'est de mourir sans panache. Jusqu'au bout, il écrira. Il recevra quelques amis triés sur le volet, il dictera des souvenirs, des pensées, des regrets. Mais il refusera toute compassion. Il ne voulait pas de pathos. Il voulait garder le masque jusqu'à la dernière réplique. Le 30 mai 2007, Jean-Claude Brialy s'éteint dans sa maison de Monthyon, en Seine-et-Marne. Il avait 74 ans. Aucun cri, aucun scandale. Juste un silence, un vide. Ce jour-là, le cinéma français perd l'un de ses visages les plus emblématiques. Mais beaucoup ignorent encore tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a tué. Ses obsèques se déroulent en toute discrétion. Peu de caméras, peu de paillettes. Les grands noms sont là. Romy n'est plus, Chabrol vieillit, le monde change. Mais autour de son cercueil, une atmosphère étrange. Une impression de fin d'époque. Une époque où l'on savait souffrir en silence, où l'on savait briller sans jamais montrer ses failles. On l'a retrouvé seul dans sa demeure, entouré de souvenirs et de secrets qu'il avait choisi d'emporter avec lui. Jean-Claude Brialy n'était pas qu'un acteur. Il était un témoin, un lien vivant entre deux époques du cinéma français, celle des pionniers classiques et celle des révoltés de la nouvelle vague. Il laisse derrière lui plus de 200 films, des pièces de théâtre, des livres de mémoire et des interviews où chaque mot était choisi avec élégance. Mais son héritage ne se mesure pas seulement en œuvres, il se lit dans les silences, dans ce qu'il n'a jamais dit à voix haute. Il avait cette manière de briller sans écraser. Il faisait de l'intelligence un charme et du doute une force, dira un jour Isabelle Huppert. Beaucoup de jeunes comédiens le citent encore aujourd'hui comme un modèle d'élégance, de précision, de discrétion. Mais peu peuvent prétendre l'avoir réellement connu. Car derrière la culture, l'esprit et la conversation brillante, vivait un homme blessé, lucide et peut-être terriblement seul. Brialy a passé sa vie à interpréter les autres, mais qui a pris le temps de l'écouter, lui ? On aimait peut-être le personnage, mais on n'a jamais vraiment connu la personne. Son histoire nous rappelle ceci. La gloire peut illuminer une carrière, mais elle n'éclaire pas toujours le cœur de celui qui la porte.